Face au débat sur le Brexit, les 27 chefs d'État et de gouvernement sont réunis donc depuis aujourd'hui à Bruxelles. Le Brexit aura-t-il lieu rapidement ou au calendrier grec? L'Europe saura-t-elle utiliser cette occasion pour faire son aggiornamento, se réformer, s'humaniser, se réintégrer? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Des huées et des sifflets. Mais pas de quoi déstabiliser Nigel Farage. À Bruxelles ce matin, devant ses collègues européens, le député britannique pro-Brexit savoure sa victoire. N'est-ce pas drôle? Quand je suis venu ici, il y a 17 ans, et que j'ai dit que je voulais mener une campagne pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, vous vous êtes tous moqués de moi. Eh ben, on dirait que vous ne riez plus maintenant, n'est-ce pas? Étrange ambiance entre l'arrogance du leader europhobe, l'émotion d'un commissaire britannique pro-Remain démissionnaire et la volonté de Jean-Claude Juncker d'aller de l'avant. Il faut respecter le choix des citoyens britanniques. Expression il y a eu, conséquence il doit y avoir. L'Union européenne invite désormais Londres à assumer le résultat du référendum en déclenchant la procédure de divorce. Et pour la France notamment, rien ne sert de tergiverser. Pourquoi ne pas perdre de temps? Parce que rien n'est pire que l'incertitude. L'incertitude, elle génère des comportements politiques, souvent irrationnels. Velléité de référendum ailleurs en Europe, turbulence sur les marchés financiers. Des craintes au cœur du sommet européen qui a débuté cet après-midi sur la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union. Ce processus doit être le plus constructif possible. Nous ne devons pas tourner le dos à l'Europe. Et pour le prouver, David Cameron a posé, comme d'habitude, pour la traditionnelle photo de famille. Mais les doutes et les incertitudes restent. Comment relancer une Europe à 27 sans la Grande-Bretagne? On va en parler avec vous trois. Bonsoir Hélène Miard-Delacroix, vous êtes professeure à la Sorbonne, spécialiste de l'Allemagne contemporaine. Selon vous, la situation actuelle pourrait conduire les Français et les Allemands à considérer que leur responsabilité historique est en jeu et que leur devoir est de consolider la construction européenne. Mais il faut pour cela en avoir envie. On comprend la question implicite. En ont-ils vraiment envie? Jacques Niconeuf, bonsoir. Vous êtes professeur à l'Institut d'études européennes à Paris 8. Vous êtes le cofondateur d'Attac, que vous avez quitté après l'avoir fondé. Attac. Je suis toujours membre d'Attac. Vous êtes toujours membre d'Attac. Oui. Et en sus, vous êtes président du Parti de la démondialisation, le PARDEM. Et selon vous, après le Brexit, il faut dorénavant accélérer l'effet domino, aller au plus vite vers le démantèlement de l'Union européenne, car on ne pourra pas construire quoi que ce soit de sérieux à l'intérieur de ce système néolibéral. Et enfin, Guillaume Clossat, bonsoir, fondateur du think tank Europa Nova. Centre de réflexion français, si vous voulez. Parce que Juncker parle français. Je ne suis pas Juncker. Vous avez initié un appel à réinventer l'Europe, rejoint par des centaines de personnalités et publié par 7 journaux européens, dont le JDD. 15 oui, c'est énorme. Et selon vous, Guillaume Clossat, il faut refonder le projet européen en mettant en place des outils de démocratie directe, comme des référendums, et en travaillant sur l'attachement émotionnel des citoyens à l'Union européenne. On n'a pas utilisé le mot référendum. Ah, d'accord. La e-démocratie. C'est un mot magique maintenant. C'est le meilleur moyen d'en sortir. Très bien. On verra ça tout à l'heure, sur les moyens. Voilà. On peut reparler de l'usage. On va en reparler. Mais d'abord, la question que Nadia a sélectionnée parmi celles de nos question de téléspectateurs qui porte sur un point assez précis. Que vont devenir les programmes financés par l'Europe au Royaume-Uni? Guillaume Clossat, l'Union européenne versait des subventions assez conséquentes au Royaume-Uni. Est-ce qu'on a fermé le robinet déjà? Est-ce que ça va prendre du temps, ça aussi? Le robinet ne peut être fermé que le jour où le Royaume-Uni sort de l'Union européenne. Et le paradoxe, c'est que manifestement, le Royaume-Uni veut un statut spécial et veut continuer à profiter du marché intérieur. Oui. Pour profiter du marché intérieur, si elle veut un statut comme la Norvège, ça veut dire qu'elle doit appliquer toutes les règles. Elle doit contribuer au budget européen, mais sans avoir le droit de participer au processus démocratique. Donc c'est complètement absurde. Oui. Alors, on va se pencher sur le calendrier. Le Brexit a été voté. Le Brexit aura-t-il lieu, Claude? Et ça nous amène à notre chiffre du jour, qui est tout rond, tout simple, 2. Comme les 2 années que le Royaume-Uni et l'Union européenne pourraient prendre pour déconstruire leurs relations après qu'un gouvernement britannique ait appuyé sur le bouton du fameux article 50. Hélène Miard-Delacroix, on dit 2 ans, c'est un chiffre théorique. En réalité, ça peut durer beaucoup plus longtemps, la mise en place d'une nouvelle situation entre le Royaume-Uni et l'Europe. Oui, bien sûr. En fait, ces choses ont été prévues pour le cas où, mais on n'a pas jamais bien
programmer cette sortie possible. Ça va dépendre surtout de la façon dont les choses sont négociées et de l'allant avec lequel les négociateurs autour de la table vont vouloir avancer. Guillaume Clossa a tout à fait raison de dire qu'on se trouve avec un partenaire qui veut être dehors tout en restant dedans et va essayer de négocier le meilleur, comme la Grande-Bretagne l'a fait depuis le début qu'elle se trouve dans l'Union européenne. Et elle est en situation et en droit de négocier au mieux de ses intérêts. L'accès à nos marchés, la protection de leurs étudiants, etc. Mais il y aura d'autres intérêts en face. Et je crois que là, on l'a déjà vu, les Européens, que ce soit en tête-à-tête, à trois, Renzi, Hollande et Merkel, ont manifesté le souci de dire qu'il y a 27 en face qui ont des intérêts, qui veulent rester partenaires. Aujourd'hui, Mme Merkel a parlé devant le Bundestag. Comme d'habitude, assez froidement, carré, calme. Elle a été assez critiquée de ce point de vue parce qu'il manquait d'élan, de souffle, etc. Mais elle a repris la position qui avait été formulée hier avec les Britanniques et avec les Italiens et les Français, c'est-à-dire il y a un certain nombre de points sur lesquels on ne reviendra pas. Il y a une belle formule en allemand qui est de dire on ne va pas piquer les raisins du pudding. C'est-à-dire les Britanniques ne peuvent pas, vous voyez, prendre le cake aux fruits et choisir juste les raisins qui leur Pas de statut singulier. Jacques Nikonov, est-ce qu'on va vers un statu quo alors ? On ne sait pas vraiment comment les choses ont évolué. Ce que l'on sait, c'est que les Britanniques veulent sortir. Et c'est ça l'essentiel. Et que Pardon, Jacques Nikonov, il ne donne pas le sentiment de vouloir sortir. On sait que le peuple britannique a voté. Je parle du peuple, je ne parle pas, pas des élites. Mais quand on regarde la gestuelle de Cameron qui dit on doit rester partenaire, on ne parle pas comme un type qui va sortir. Oui, mais les élites, les oligarques, qu'ils soient outre-Manche ou sur le continent, ont tous la même attitude. Après le vote des Britanniques, on voit les manœuvres d'intoxication qui ont démarré. L'objectif, c'est évidemment de perturber, de faire douter et d'éviter que le peuple britannique, finalement, aille au bout, que la décision du peuple soit appliquée. Et ça n'est pas nouveau. Il n'y a rien de neuf dans cette affaire-là, puisque si l'on observe une série de référendums, le référendum en 2005 en France, sur la les Irlandais sur le traité retoqué à 55-45. constitutionnel européen, victoire du non et coup d'État parlementaire, puisque M. Sarkozy, en alliance avec les socialistes et les Verts, fait passer le traité de Lisbonne, qui n'est qu'un résumé du traité constitutionnel européen. Et donc, finalement, et puis les Irlandais qui votent mal, on les fait revoter. Bref, on connaît la musique. Revenons. Rien de nouveau. La question est celle de la capacité du peuple britannique à maintenir son choix face, et c'est ça qui est compliqué, c'est ça le paradoxe, à mon avis, de la situation, où les partisans essentiels du Brexit sont des fantaisistes et des gens qui ne sont pas sérieux du tout. Vous êtes content du référendum, mais vous désapprouvez les méthodes politiques. Bien entendu. Je peux vous donner un exemple, pardon. Johnson, attendez, je termine. Terminez, M. Nikonov, et après Guillaume Clossa. Johnson, de son côté, Farrell et UKIP du sien, sont des gens qui se sont amusés, finalement, avec cette affaire de référendum. Attention au retour de bâton et attention à la façon dont les oligarques bruxellois vont gérer la situation, parce que je pensais qu'il y a que des oligarques à Bruxelles. Oui, tout à fait. J'espère qu'on parlera de la nature de l'Union européenne. Ouais. Ce système n'est pas réformable. Il faut le démanteler. Et j'ajoute un mot. Et après, je me tais. Vous avez 10 minutes, je n'ai pas de problème. Prenez tout le temps que vous voulez. Tout le temps que vous voulez. Jacques Nikonov, non, c'est moi qui vais m'excuser. Ouais. Jacques Nikonov, sur le démantèlement éventuel, on en reparlera. Guillaume Clossa, sur la difficulté qu'il peut y avoir à couper les liens entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Il y a une phrase de Pascal Lamy, ultralibéral, néolibéral, inspiré par Nikonov, mais qui dit on ne transforme pas une omelette, on ne refait pas des œufs à partir d'une omelette. Voulant dire que nos économies, nos sociétés, nos cultures sont tellement imbriquées avec les Britanniques qu'on n'y arrivera pas à faire ce Brexit. Oui, mais ça, vous le dites, maintenant tout le monde le dit, mais dans le débat, on ne le disait pas. On disait que les Britanniques étaient... Est-ce que c'est ça la réalité ? Mais bien sûr que c'est la réalité. Et le sujet des référendums, parce que, pardon, moi je me rappelle du référendum de 2005. Quand on regardait les analyses, un argument majeur avait joué pour le non, qui était que, paraissait-il, le traité pour une constitution européenne ne pouvait pas donner lieu à des modifications. Le traité a été réformé 5 fois. On avait dit qu'il était gravé dans le marbre. C'était l'argument d'attaque. Et la vérité a montré que on
pouvez le modifier. Au Royaume-Uni, les arguments qui ont été utilisés étaient faux. M. Farage a lui-même expliqué que ses principaux arguments étaient fantaisistes. Et là, il y a un vrai sujet, c'est que dans le débat public, il y a eu des arguments faux que personne n'a pu contester. L'ensemble du bruit médiatique, 82%, a été pour le Brexit. Et on voit aujourd'hui des citoyens qui sont complètement désabusés par rapport à des leaders. On a trompé les Britanniques. Les Britanniques, ils n'ont pas voté en connaissance les Britanniques de cause. sont responsables, mais ils ont expliqué, on voit qualitativement les premiers sondages et les premières analyses, ils ont expliqué qu'ils n'ont pas voté en connaissance de cause. Et donc il y a un vrai sujet, c'est que pour faire un référendum, il faut peut-être un peu l'expérience suisse, où il faut une vraie éducation citoyenne, civique, des débats beaucoup plus longs, des médias beaucoup plus neutres. Est-ce que ça veut dire qu'à l'arrivée, il peut ne pas y avoir de Brexit? Je pense que les Britanniques, Pardon, Hélène Mire de la Croix, ne le est-ce qu'il peut souhaitent ne plus. pas y avoir de Brexit? Écoutez, moi je ne suis pas spécialiste de l'avenir, je suis plutôt spécialiste du passé et du temps présent. Je peux vous donner un certain nombre d'éléments qui sont les intérêts des différents pays, mais vous dire si le Brexit aura lieu ou pas, je ne sais pas. Et je crois que nous sommes tous les uns et les autres, y compris les gouvernants, à devoir improviser. On espère, et on l'a vu, c'est ce qu'ont montré le ministre des Affaires étrangères français et le ministre des Affaires étrangères allemand, qui ont vraiment incarné un couple franco-allemand efficace tout de suite, dès le samedi, qu'on avait commencé à y réfléchir. Simplement, improviser pour éviter que la boîte de Pandore ne s'ouvre aussi. Exactement. Le Nexit, le Frexit ça, et d'autres tentatives de désadhésion. La volonté française, marquée par le président de la République et le ministre des Affaires étrangères, et du côté allemand, surtout par le ministre des Affaires étrangères, d'aller vite et d'être inflexible, est en effet mue par cette idée qu'il ne faut pas... Il faut éviter la contagion, l'effet domino, et surtout, il faut que rapidement, on se rende compte que c'est une très mauvaise idée, un, que les gens ont été trompés, et que deux, ça se passe très très mal dans leur pays. Des gens qui sont trompés, c'est par l'Union européenne. Mais ce sont des adultes, ils ont choisi à partir des éléments qu'on leur donne. Ils ont voté. Ils ont voté à partir... Voilà. Parlez pas tous en même temps, on n'entend pas. Un mot. D'abord, par leurs leaders nationaux, c'est eux qui les ont trompés, et puis par leurs médias. Non, et l'intérêt, pardon, vous pouvez me laisser. Je suis désolé, vous avez parlé 7 minutes tout à l'heure. Vous êtes non, mais Guillaume Clossa, pas de. Non, mais ce qui est certain, c'est que l'intérêt de l'Union européenne, c'est de faire sortir le Royaume-Uni le plus vite possible. C'est de montrer qu'on respecte le choix des citoyens britanniques. C'est ça le seul intérêt, et c'est ce que veulent les principaux États membres. Très bien. Ce qui va d'ailleurs à l'encontre de ce que dit M. Nikonov. Guillaume Clossa, on était en train d'évoquer justement la boîte de Pandore, l'effet de contagion. Voilà quelqu'un qui est tout en phobie. Elles sont toutes d'ailleurs plus déplaisantes les unes que les autres. C'est un démagogue, un politicien, Geert Wilders. Il est aux Pays-Bas et il a sauté sur l'occasion pour réclamer le Nexit. Thibault Nolte le sort en beauté. Ils sont au centre de l'histoire et méritent forcément quelques déboires. Tandis que les grands leaders de l'Union européenne songent à l'après-Brexit, un grand populiste flamand songe au Nexit, l'exit néerlandais. Alors faut-il sortir Geert Wilders? Geert Wilders est le chef du premier parti des Pays-Bas, un parti d'extrême droite crédité de plus de 20% d'intention de vote. Le PVV, Parti pour la liberté, symbolisé par un grand oiseau avec aile bleue et queue rouge, a un objectif clair, s'envoler loin de l'UE, non sans l'avoir d'abord couverte de guano. Vendredi à l'aube, Geert tweetait « Bravo les Britanniques, maintenant c'est notre tour ». Pour lui, le Brexit annonce un printemps patriotique et la Grande-Bretagne libère l'Europe pour la deuxième fois en un siècle d'un monstre totalitaire. Bruxelles, cette fois. Bruxelles, B-R-U-S-S-E-L. Wilders à la rescousse antitotalitaire. Lui, le poli, le multi, le protéiphobe, dont le procès pour incitation à la haine s'ouvre le 31 octobre. Car l'ancien député libéral, gorgé de Reagan et de Thatcher, se fiche désormais de dédiaboliser son parti comme de sa première chemise brune. Geert, Premier ministre putatif, promet de faire du Nexit le grand thème des législatives de 2017. Vlechtmeren sont de iftegronden en de slechtmeren verhouding. Van de kokelaarenwurst en de afsterieverhoogteweren. De totale vruzebenken? Nexit. Et comme son confrère populiste Nigel Farage, Geert ment comme un arracheur de dents sur les bénéfices financiers que rapporterait une sortie de l'UE. Le grand oiseau avec aile bleue et queue rouge était en fait un vautour. Magnifique Thibault Nolte, merci. Monsieur Nikonov, la dislocation, est-elle souhaitable, est-elle possible, est-elle un risque ? Possible, évidemment. Un risque, non, c'est une opportunité, une chance, un espoir. Il faut passer maintenant au Frexit. Parce que je pense que beaucoup de gens ont du mal se sont laissés prendre par le mythe européen, par le discours
liquoreux qui est diffusé depuis des décennies sur la nature de l'Union européenne. En réalité, quelle est la nature de l'Union européenne? C'est un système tout à fait extraordinaire qui n'a qu'un seul objectif, qui est de démanteler, d'annihiler la souveraineté des nations pour empêcher toute politique économique qui ne soit pas d'obédience néolibérale. Et par conséquent, on le voit dans les traités, il n'est pas possible de transformer de l'intérieur radicalement, c'est-à-dire d'inverser le sens, c'est-à-dire de développer des politiques qui ne soient pas néolibérales. On ne peut pas le faire. Vous pensez que le projet européen, monolithiquement, c'est de tondre les peuples? Tout à fait, tout à fait. Ce sont les classes dirigeantes qui ont mis en place un système tout à fait fantastique de verrouillage de la démocratie. Pardon, Jacques on le voit, je termine ma phrase. Oui, mais là, je sais que les gens... Nous avons un temps donné. Ne suivent pas, Jacques Nikonov. Parce que je vous relance. Il faut que ce soit une dialectique, Jacques Nikonov, pas des allocutions. Oui, mais on a le droit de terminer sans être interrompu. Boris Johnson et Wilders sont des ultralibéraux. Les anti-européens sont des... C'est pas grave. C'est pas grave. Je veux terminer ma phrase. Eh bien, c'est pas grave. Je disais qu'il n'est pas possible de changer l'essence de ce système. Si on veut construire l'Europe, il faut démanteler l'Union européenne. Très bien. Voilà. Et là, vous êtes en boucle. Et maintenant, répondez à la question de Klaus Kleber, qui est pertinente. Alors, elle était très simple. Wilders, Farage, Boris Johnson, les plus anti-européens, vous allez de circonstances, et je ne discute pas de votre sincérité régulatrice, sont des ultralibéraux qui trouvent au contraire de vous, qui trouvent que l'Europe, c'est de la régulation, c'est de l'empêchement de faire du libéralisme en rond. Expliquez-moi et aux téléspectateurs par la même occasion cette contradiction. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Vous voyez. C'est le paradoxe de ce référendum. Quel est le paradoxe? Il est suivant. Vous avez deux forces principales dans le camp du Brexit, une partie des conservateurs et UKIP, qui est un objet politique plutôt d'extrême droite, mais pas vraiment fasciste, enfin bref, raciste, bon, bref. Et ces gens-là, en fait, veulent sortir de l'Union européenne pour accélérer les politiques néolibérales, mais les faire à la sauce britannique. Voilà, c'est ça la seule question. Alors, pourquoi, et je termine sur ce point, parce qu'après je sors mon chronomètre. Pourquoi, malgré ces éléments, je suis pour le Brexit? Mais ça y est, vous l'avez dit. Vous l'avez dit, ça y est, vous l'avez dit avant. Si, vous l'avez dit, pour mettre à bas ce complot libéral. Parce que les Britanniques pourront, même si le rapport des forces aujourd'hui n'existe pas pour changer les politiques, avoir des politiques alternatives, les conditions sont néanmoins créées. Ce qu'elles ne seraient pas au sein de l'Union européenne. Votre voisin... Moi, j'ai juste une question pour Nikonov. Comment expliquez-vous que les pays de l'Union européenne sont les pays au monde où la dépense publique est la plus élevée, les pauvres les moins nombreux, les écarts de richesse les plus faibles? Comment vous expliquez ça? Alors, maintenant, si vous avez une réponse très simple... J'ai une réponse très simple, oui. Même en Chine, qui est un régime communiste, c'est peut-être le régime que vous souhaitez pour l'Europe, les écarts sont bien plus grands. Oui, enfin, excusez-moi, ce sont des lieux communs qu'on entend depuis des lieux communs, c'est des faits, la zone euro, c'est la zone économique la plus médiocre du monde en termes de croissance économique, en termes d'emploi, en termes de précarité. L'une des plus riches du voit, monde. Mais les inégalités, si vous voulez, quand vous partez d'un point et les inégalités les précis, plus faibles du monde. Ce sont les inégalités qui se développent. C'est la pauvreté qui se développe. C'est le chômage qui se développe. Tel est le bilan. Donc, et l'admire de la Croix. C'est ce qu'on condamnait. C'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. C'est ce qu'ont condamné les Britanniques. C'est contraire aux promesses de l'Union européenne. Et pour certains, à regret. Et l'admire de la Croix. J'aimerais bien entendre l'admire de la Croix. Je ne suis pas sûre que les Européens, le peuple que vous souhaitez voir voter et renverser la table, aient envie d'avoir des salaires de nature du même niveau qu'en Chine, par exemple. Quel rapport? Mais je voudrais souligner quelque chose qui, je trouve, absolument frappant dans vos propos, c'est qu'on est dans la conjuration. On est dans la conjuration, le complot des élites contre les peuples, comme il a été dit, les peuples... Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Et surtout, il y a, avec cela, un mépris absolu pour le fait
qui est l'élection. Si je ne m'abuse, il y a un Parlement Non, mais européen. Si je ne m'abuse, il y a un Parlement européen qui est élu au suffrage universel. Et si je ne m'abuse, tous les gouvernements qui sont représentés, tant à la Commission que dans le Conseil européen, que dans le Conseil des ministres, sont le résultat d'un suffrage universel, libre, parfaitement égalitaire et exercé librement dans tous les pays. Je ne vois pas au nom de quoi cette démocratie représentative, qui est jusqu'à le présent la preuve la plus raisonnable du non pas de grande théorie, mais de l'exercice que chaque individu peut faire de sa souveraineté personnelle. Merci je ne vois pas comment elle ne serait pas aussi valable que les référendums. Hélène Miard de la Croix, merci de ces précisions. On n'allait pas oublier les minots, les jeunes, Nadia. Alors, la jeunesse européenne, où parce que est-elle? le sujet est important. Oui, et on a beaucoup parlé du clash des générations britanniques lors de ce Brexit, avec des seniors qui ont massivement voté pour le Leave, 61% des plus de 65 ans, et des jeunes qui, dans l'ensemble, ne se sont pas déplacés pour voter. Il y a eu beaucoup d'abstentions, mais dont les 2/3 étaient favorables au maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Et ça fait qu'au fait que dans l'ensemble de l'Union européenne, c'est chez les jeunes que l'Europe suscite le plus d'enthousiasme. Ce sont eux, les irréductibles, qui continuent à se considérer comme des citoyens européens, et paradoxalement, ceux aussi qui ont le plus l'impression d'être les laissés pour compte de l'Union européenne. C'est ce qu'a montré un récent sondage mené par le Parlement européen. 57% des jeunes européens se sentent exclus de la vie économique et sociale. Et c'est un sentiment qu'on retrouve dans une enquête, une gigantesque enquête qui s'appelle Génération Watt, qui est menée actuellement, qui veut dresser le portrait robot des jeunes européens. Regardez ce nuage de mots qui représente les termes les plus utilisés par les jeunes européens pour se décrire. Génération perdue, génération sacrifiée, génération désenchantée ou encore génération dans la merde. Ça a le mérite d'être clair. Et cette idée donc d'une jeunesse qui croit en l'Europe mais qui voudrait être davantage considérée, Merkel, Hollande et Renzi semblent l'avoir saisie, puisque dans leur déclaration commune publiée hier, ils promettent, je cite, de développer des solutions concrètes pour un bon avenir pour les jeunes Européens. Guillaume Closet, c'est très joli, c'est très bien dit, mais il n'y a pas de solutions concrètes qui suivent dans ce texte-là. Est-ce que vous avez des idées à leur souffler? Si vous voulez, d'abord, on est en train de faire la tournée des chefs d'État et de gouvernement. On a monté avec des citoyens, des intellectuels, des politiques, un mouvement transversal. On ne croit plus du tout aux approches descendantes où c'est les chefs d'État qui proposent. On croit à un dialogue entre des mouvements sociétaux et des dirigeants. Et on a proposé une initiative qui s'appelle une feuille de route pour une nouvelle renaissance européenne, avec un certain nombre de projets pour les jeunes. Faire par exemple un Erasmus pour les collégiens permettrait à chacun en Europe d'avoir l'opportunité de passer une semaine jeune dans un autre pays européen. Et on sait, des études ont été montrées, qu'un gamin qui passe, quand il a 10 ans ou 14 ans, une semaine tout seul, enfin en dehors de son cadre familial, en Europe, ça lui ouvre l'horizon. Ça peut relancer le projet européen auprès des citoyens européens. C'est un élément parmi d'autres, mais il faut une stratégie globale. On ne peut pas avoir une seule mesure. Vous savez, le New Deal de Roosevelt, c'était une centaine de mesures. Si on veut relever le défi du projet européen, c'est-à-dire comment on articule la capacité à peser ensemble la nation et le niveau européen, eh bien, il faut un vrai projet d'envergure. Dernière question, il le faut rapidement. Vous parliez du New Deal, vous parlez du New Deal très rapidement, si vous pouvez faire plus de réponses. New Deal, c'était aussi un changement de politique économique. Est-ce que vous pouvez entendre d'autres voisins et d'autres Moi, qui disent qu'au cœur du problème européen, c'est que les politiques économiques menées ne sont pas bonnes et que l'adhésion, l'amour pour l'Europe passe aussi par une relance. Et ça passe par une relance de l'investissement et une relance qui soit organisée comme le New Deal l'a été, avec des priorités très claires sur les industries sur lesquelles les Européens ont un avantage compétitif. Moi, je pense aux industries créatives et culturelles. Je pense à tout ce qui est rénovation urbaine, sur lequel on voit qu'on a un potentiel de modernisation avec les nouvelles technologies et les matériaux avancés. Je pense aux industries du transport, aux défis écologiques, aux industries renouvelables. Et là, on a les moyens de faire quelque chose vite et on n'a pas besoin de nouveaux traités parce que le traité de Lisbonne, il est utilisé à 20%. Donc, utilisons maintenant les outils qu'on a et on peut faire dès l'automne une véritable relance. Merci. Le débat est terminé. Merci à vous trois.